Mon pouce a plané au-dessus du bouton Confirmer sur l'écran de mon téléphone pendant 3 secondes avant que je n'appuie dessus. 42 $ pour un Uber jusqu'à la maison me semblait excessif, mais l'alternative était de rester debout devant la Morrison Gallery dans une ville qui semblait sur le point de s'effondrer. Le vent fouettait mes cheveux sur mon visage avec une force telle que cela me piquait. Et quelque part au loin, un transformateur a explosé dans un craquement qui ressemblait trop à un coup de feu. Le mois d'octobre à Chicago était censé être magnifique. Les feuilles tombaient, l'air était vif, tout était parfumé à la citrouille. Au lieu de cela, les prévisions météorologiques avaient qualifié la tempête de ce soir de catastrophique. C'est avec ce calme clinique que les météorologues annoncent les catastrophes. Je voyais déjà les poubelles rouler sur Michigan Avenue comme des herbes folles, et le ciel avait pris cette teinte verte particulière qui me nouait l'estomac en me rappelant les exercices d'alerte à la tornade de mon enfance. Mon exposition avait pris fin prématurément. Seules 17 personnes étaient venues voir mes photos documentant la gentrification qui déchirait le sud de la ville, déplaçant des familles qui y vivaient depuis des générations. 17 personnes qui avaient jeté un coup d'œil aux images de commerces condamnés et d'appartements de luxe avant de se précipiter vers leur quartier sûr. J'avais passé 6 mois sur ce projet et j'avais l'impression d'avoir crié dans le vide. L'application Uber s'est actualisée. En raison d'une forte demande et de conditions météorologiques difficiles, vous avez été mis en relation avec un autre passager se rendant dans la même direction. Une réduction supplémentaire a été appliquée. Super! Des trajets partagés pendant l'apocalypse. J'ai serré ma veste autour de mon sac photo et j'ai regardé la petite icône de voiture avancer lentement dans le trafic devenu chaotique. Des sirènes d'urgence retentissaient de toutes parts. Mon téléphone vibrait, m'alertant de la chute de lignes électriques, d'inondations sur Lower Wacker Drive et d'une recommandation de rester chez soi que j'ignorais délibérément. Une Toyota Camry noire s'est arrêtée au bord du trottoir, ses essuie-glaces fonctionnant frénétiquement pour lutter contre le déluge. Le conducteur, un homme d'une cinquantaine d'années à l'air fatigué, m'a à peine regardé lorsque je me suis glissé sur la banquette arrière. L'eau ruisselait de ma veste sur le cuir de l'intérieur. Maya, demanda-t-il, les yeux rivés sur son GPS. Oui, merci d'avoir pris une personne de plus. Il s'éloigna du trottoir avant même que j'aie bouclé ma ceinture de sécurité. Covoiturage d'urgence. Vous allez tous les deux vers le nord. Je me suis installé dans mon coin, essayant d'ignorer l'humidité qui s'infiltrait à travers mon jean. À travers la vitre striée de pluie, j'ai regardé Chicago se transformer en quelque chose d'inconnaissable. Des vitrines de magasins barricadées à la hâte avec des panneaux de contreplaqué, des arbres pliés à des angles qui semblaient impossibles, un abribus qui s'était complètement détaché de ses fondations et avait glissé à travers la rue comme une plante métallique. Nous nous sommes arrêtés à 3 pâtés de maison, près de l'entrée d'un restaurant italien que j'avais reconnu grâce à des articles de magazine. L'endroit avait une liste d'attente de 2 mois et des plats qui coûtaient plus cher que mon budget hebdomadaire pour les courses. Un homme est sorti de l'ombre de la porte, se déplaçant avec une urgence contrôlée qui a immédiatement attiré mon attention. Il s'est glissé sur le siège à côté de moi, apportant avec lui le parfum d'une eau de Cologne coûteuse mêlée à quelque chose de métallique. La pluie coulait de ses cheveux foncés sur le col de ce qui devait être un costume de créateur, parfaitement ajusté à ses larges épaules et à sa silhouette qui suggérait qu'il passait beaucoup de temps à faire quelque chose de plus physique que de rester assis derrière un bureau. Toutes mes excuses, dit-il d'une voix basse et douce, malgré ce qui le rendait aussi tendu qu'un ressort. Je vous remercie de m'avoir pris en stop. Acquiesçai-je, les mots restant momentanément coincés dans ma gorge. Cet homme était objectivement magnifique, d'une manière qui semblait presque dangereuse. Une mâchoire carrée, des pommettes saillantes, des yeux d'un vert si foncé qu'il semblait noir dans la pénombre. Mais ce n'était pas son apparence qui faisait battre mon cœur plus fort, c'était son attitude. Une énergie à peine contenue et la tache sombre sur le poignet de sa chemise blanche qui ressemblait étrangement à du sang. Pas de problème, répondis-je. C'est la tempête du siècle dehors. Il s'installa effectivement dans son siège, mais sa posture n'avait rien de détendu. Son regard balaya la rue derrière nous, puis devant, puis les rétroviseurs latéraux, avec l'évaluation méthodique de quelqu'un qui s'attend à des ennuis. Je me dirige vers le nord, vers Lincoln Park. C'est pratique. Je vais à l'hôpital Northwestern Memorial.
Cela expliquait peut-être le sang. Sauf que l'entrée des urgences se trouvait du côté sud du bâtiment et que nous nous éloignions de l'itinéraire le plus direct. Notre chauffeur s'est engagé dans la circulation qui avait ralenti jusqu'à devenir un véritable embouteillage. La foudre déchirait le ciel, illuminant la ville de flashs blancs, aveuglants, qui donnaient à tout l'aspect d'un film noir. Le tonnerre suivait immédiatement, assez proche pour faire vibrer les vitres de la voiture. Vous êtes photographe, dit l'homme en désignant mon sac avec un léger sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Professionnel, je suivis son regard jusqu'à l'endroit où la sangle de mon appareil photo avait glissé hors de la fermeture éclair partiellement ouverte. Je suis surtout photojournaliste indépendant. Vous avez l'œil. L'observation est une compétence essentielle dans mon métier, qui est l'import-export, diverses marchandises, la logistique internationale. Il répondit avec aisance. Le genre de réponse bien rodée qui ne m'apprenait absolument rien. Je m'appelle Gabriel. Maya. J'ai hésité puis j'ai ajouté « Quel genre de marchandise ?» Ce quasi-sourire a de nouveau vacillé. Le genre qui nécessite beaucoup de négociation et de discrétion. Avant que je puisse insister, notre chauffeur a juré en espagnol et a donné un coup de volant vers la droite. Un chêne massif, dont les racines avaient été arrachées du sol saturé, s'était écrasé en travers de la route devant nous. Ses branches raclaient les voitures qui avaient le malheur de se trouver sur son passage, déclenchant un concert d'alarme. « Il va falloir faire un détour », marmonna le chauffeur, qui cherchait déjà un autre itinéraire. « Mais ça nous fera passer par Englewood. Ce n'est pas idéal par ce temps. » Je vis la mâchoire de Gabriel se crisper de manière presque imperceptible. Combien de temps jusqu'à Northwestern? Peut-être 20 minutes. Les routes sont inondées partout. Gabriel sortit son téléphone, tapa rapidement quelque chose et j'aperçus l'écran. Ce n'était pas un smartphone standard, mais autre chose, probablement un téléphone jetable, vu son écran basique et l'absence de marque distinctive. Qui utilisait encore des téléphones jetables en 2025? Englewood, la nuit, pendant une tempête catastrophique. Le quartier était en difficulté depuis des années, pris entre la pauvreté, la violence et la gentrification que j'avais documentée ailleurs. Par beau temps, avec une forte présence policière, la situation était gérable. Ce soir, ce serait tout autre chose. Nous avons tourné dans une rue où la moitié des lampadaires étaient déjà éteints. Des ombres se sont retirées dans les entrées d'immeubles et les ruelles. Un groupe d'hommes blottis sous un pont se sont dispersés à notre approche, mais pas avant que je voie la forme caractéristique d'armes mal dissimulées sous leur veste. « Verrouillez les portes », a dit Gabriel à voix basse au chauffeur. Il y avait une autorité dans sa voix qui faisait que cela ressemblait moins à une suggestion qu'à un ordre. Le chauffeur a immédiatement obéi. J'ai serré mon sac photo plus fort, hyper conscient de la présence de Gabriel à côté de moi. Il s'était légèrement déplacé, se positionnant de manière à pouvoir surveiller les deux côtés de la rue. L'odeur métallique que j'avais remarquée plus tôt s'intensifia, et je compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'eau de Cologne. C'était du sang, plus frais que ne le suggérait la tache sur sa manche. « Êtes-vous blessé? » demandai-je à voix basse. « Pas gravement. Ce n'est pas la même chose que non. » Il tourna ses yeux verts foncés vers moi et je sentis tout le poids de son attention comme une chose physique. Vous remarquez les détails, risque professionnel de la photographie pour rester en vie. Les mots sortirent plus tranchants que prévu. J'ai grandi dans cette ville. Je sais quelle odeur a le sang et je sais quand quelqu'un s'attend à des ennuis. Pendant un instant, son expression changea. Du respect peut-être, ou du calcul. Alors vous comprenez pourquoi je dois me rendre rapidement à l'hôpital. Avant que je puisse répondre, notre chauffeur freina brusquement. Devant nous, deux voitures s'étaient arrêtées perpendiculairement l'une à l'autre, bloquant complètement la rue étroite. Des hommes ont jailli des deux véhicules, et le premier coup de feu a retenti dans la tempête avec une clarté indéniable. Notre chauffeur n'a pas hésité. Il a enclenché la marche arrière, mais un autre véhicule s'était arrêté derrière nous, nous coinçant. D'autres coups de feu ont retenti, rapides, et notre pare-brise s'est fissuré comme une toile d'araignée lorsqu'une balle l'a transpercé. Le chauffeur a crié et s'est baissé. La voiture a fait une embardée vers l'avant, directement vers la fusillade. Tout s'est passé en quelques instants. La main de Gabriel sur ma nuque m'a forcé à me baisser. Son corps s'est déplacé pour me protéger alors que des éclats de verre pleuvaient autour de nous. Je sentais la chaleur de son corps contre mon dos, solide et immobile.
D'autres coups de feu ont retenti, si proches que je pouvais sentir l'odeur de la poudre brûlée, même à travers les vitres fermées. La voiture a raclé quelque chose en métal dans un crissement qui m'a fait grincer des dents. Puis la portière du conducteur s'est ouverte et il s'est enfui en courant, nous abandonnant au milieu d'une zone de guerre. Gabriel a lentement retiré son poids de moi. Tu es blessé? J'ai fait l'inventaire. Main tremblante, cœur battant à tout rompre, oreilles bourdonnantes à cause des coupes de feu, mais aucune douleur au-delà de l'adrénaline qui faisait hurler tous mes nerfs. Non, toi, je vais bien. Il a tendu la main vers la poignée de la portière. Nous devons partir maintenant. Partir où? Il y a une guerre des gangs dehors, et rester dans un véhicule immobile fait de nous une cible facile. Sa voix restait calme, presque douce malgré ses paroles. Faites-moi confiance, Maya. Je sais ce que je fais. Fais-lui confiance. Un inconnu avec du sang sur ses vêtements et des secrets dans les yeux, au milieu du pire quartier pendant la pire tempête depuis 10 ans. Tous mes instincts me criaient que c'était une idée terrible. Mais l'alternative était de rester assise dans un Uber criblé de balles, en attendant de voir qui allait gagner la fusillade qui faisait rage autour de nous. J'ai attrapé mon sac photo et j'ai acquiescé. La main de Gabriel a trouvé la mienne dans l'obscurité, chaude et ferme malgré tout. Reste près de moi. Bouge quand je bouge. Ne regarde pas en arrière. Il a poussé la porte et nous avons couru dans la tempête. La main de Gabriel est restée agrippée à la mienne tandis que nous courions à travers des rideaux d'eau qui ressemblaient davantage à des murs. Mes baskets éclaboussaient des flaques d'eau si profondes qu'elles trempaient mes chaussettes en quelques secondes. Derrière nous, les coups de feu continuaient de retentir par rafales sporadiques, mais la tempête avalait la plupart des sons, les transformant en détonations lointaines qui auraient pu être des transformateurs explosants ou des retours de flammes de voitures. Il m'a tiré vers une ruelle étroite entre deux bâtiments. Leurs murs de briques étaient glissants à cause de la pluie et couverts de graffitis qui brillaient faiblement sous les éclairs intermittents. L'endroit sentait les ordures et l'eau stagnante, mais il offrait un abri à la fois contre la fusillade et le vent violent. Nous nous sommes collés contre le mur, haletants. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que je craignais qu'il ne brise mes os. Gabriel s'est placé entre moi et l'entrée de la ruelle, son corps formant une barrière solide, une main tenant toujours la mienne tandis que l'autre se glissait dans sa veste. Lorsqu'elle en ressortit, j'ai reconnu la forme caractéristique d'un pistolet. « Tu es armé », ai-je dit, les mots sortant plus sèchement que prévu. Oui, sans excuse ni explication. Il vérifia le chargeur avec une efficacité qui me fit comprendre qu'il avait déjà fait cela des milliers de fois. Import et export. Je répétais son mensonge précédent. Que fais-tu vraiment? Pour l'instant, je nous garde en vie. Son regard balaya l'entrée de la ruelle, puis l'escalier de secours au-dessus de nous, évaluant les issues et les menaces avec la même méthode qu'il avait montrée dans la voiture. Tu sais grimper? Je suivis son regard vers le haut. L'échelle de secours était déployée, accessible, si nous pouvions sauter assez haut. Dans cette tempête, ce métal sera glissant comme de la glace. C'est mieux que de rester au sol quand ils commenceront à fouiller la zone. Tu veux dire ces hommes qui se tirent dessus? Gabriel serra les mâchoires. Certains d'entre eux me rechercheront spécifiquement. Une fois qu'ils se rendront compte que la voiture est abandonnée, ils se disperseront. Les implications s'enfoncèrent dans mon adrénaline comme des pierres dans l'eau. Quelqu'un a essayé de te tuer ce soir. C'est pour ça que tu avais besoin d'un Uber. Pourquoi tu avais du sang sur ta chemise? Pourquoi tu portes une arme? Tu es très observateur. Il bougea légèrement. De l'eau coulait de ses cheveux foncés sur les traits anguleux de son visage. C'est pourquoi je dois te mettre en sécurité avant que tu ne deviennes une victime collatérale. Mon sac photo appuyé contre ma hanche me sembla soudain lourd de culpabilité. Pendant ces secondes frénétiques dans la voiture, alors que les balles déchiraient le métal et le verre, mon instinct de photographe avait pris le dessus. Je levai mon appareil photo et pris des clichés, capturant le chaos par réflexe plutôt que par réflexion consciente. J'ai pris des photos, ai-je admis, de la fusillade. L'attention de Gabriel s'est portée sur moi avec une précision laser. Quoi? C'est instinctif. Je n'y pense même plus. Quelque chose se passe, je le documente, j'ai sorti l'appareil photo de mon sac, son poids familier me ramenant à la réalité malgré tout.
J'ai pris leur visage, les plaques d'immatriculation, tout. Il est resté silencieux pendant 3 secondes qui m'ont semblé durer 3 heures. Quand il a parlé, sa voix était devenue plus douce, presque prudente. Maya, je veux que tu effaces ces photos. Pourquoi? Parce que les hommes sur ces images travaillent pour quelqu'un de très dangereux. Si ces photos sont divulguées et qu'elles sont associées à toi d'une manière ou d'une autre, tu deviendras une cible. J'ai serré l'appareil photo plus fort. Ces photos pourraient me servir de preuve. Quelqu'un pourrait identifier l'auteur des coupes de feu. Qui est responsable? La police ne s'en occupera pas. Il l'a dit avec une certitude absolue. Il s'agit d'un conflit territorial entre des organisations qui opèrent en dehors de la loi. Ces photos ne rendront pas justice. Elles apporteront la mort des organisations. Le mot s'est posé entre nous comme une confession. Tu veux dire la mafia? Gabriel ne l'a pas nié. Au lieu de cela, il a fouillé dans la poche de Savette et en a sorti un portefeuille, d'où il a extrait des billets neufs sans prendre la peine de les compter. 5 000 $. Efface les photos. Donne-moi la carte mémoire et éloigne-toi de moi. Oubliez ce qui s'est passé ce soir. Je fixais l'argent, puis son visage. La pluie continuait de tomber dans la ruelle, nous trempant tous les deux, mais sa main qui tenait les billets restait immobile. Pour lui, c'était une transaction, claire et simple. Payer le témoin, éliminer les preuves, passer à autre chose. Je ne veux pas de votre argent. Tout le monde veut de l'argent. Pas pour ça. J'ai enroulé mes 2 mains autour de mon appareil photo, protectrice et provocante. Ces photos sont mon travail, mon témoignage de ce qui s'est passé ce soir. Vous ne pouvez pas les acheter comme vous achetez de la contrebande à l'un de vos fournisseurs. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la surprise, peut-être. Ou une réévaluation. Vous pensez comprendre qui je suis après 20 minutes de conversation? Je comprends que vous êtes impliqué dans quelque chose d'assez violent pour que des gens veuillent votre mort. Je comprends que vous portez une arme et que vous savez vous en servir. Je comprends que vous essayez de contrôler une situation où vous n'avez aucun contrôle réel sur moi. Ma voix tremblait, mais je continuais. Et je comprends que si ces photos sont suffisamment dangereuses pour que vous offriez 5 000 $ pour les détruire, elles sont suffisamment importantes pour être conservées. Son téléphone vibra, rompant la tension. Il répondit sans rompre le contact visuel avec moi. Adriano. Je ne pouvais pas entendre l'autre partie de la conversation, mais je regardais le visage de Gabriel passer par des micro-expressions. Soulagement, puis colère, puis calcul froid. Luca Stable, une pause, et la Bratva. Une autre pause, plus longue cette fois. Il serra la mâchoire. Combien de rues couvre-t-il? Le sud? Tout Englewood? Il m'a jeté un coup d'œil. J'ai un problème. Je me suis hérissé d'avoir été qualifié de problème. Une civile. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a écouté. Non, je ne peux pas la laisser ici. Ils ont vu la voiture. S'ils sont minutieux, ils vérifieront les caméras, identifieront les passagers. Encore plus d'écoute. Très bien. Envoyez un véhicule sécurisé à l'entrepôt situé à Halstead et 47e dans 20 minutes. Il a mis fin à l'appel et a rangé son téléphone dans sa poche. L'arme avait disparu dans sa veste à un moment donné, ce qui aurait dû me rassurer, mais ce n'était pas le cas. Qui est Adriano? Ai-je demandé. Mon conseiller, mon consultant. Il prononça ces mots comme s'ils avaient une signification particulière. Et Luca est mon second. Il a été blessé lors de l'attaque au restaurant ce soir. L'attaque à laquelle vous avez survécu? Oui. Et la Bratva, le crime organisé russe. Ils veulent contrôler les routes maritimes que je gère actuellement dans les ports du Nord. Il parlait d'un ton neutre, comme s'il discutait des résultats trimestriels plutôt que d'une guerre des gangs. Ce soir, c'était leur deuxième tentative pour m'éliminer cette semaine. Son détachement me donna la nausée. On dirait que vous parlez d'une prise de contrôle hostile d'une entreprise. C'est exactement ça, mais avec un nombre de victimes plus élevé. Il a regardé sa montre, une montre de luxe qui avait miraculeusement survécu à notre course sous la tempête, sans une égratignure. Nous avons 19 minutes avant l'arrivée de la voiture. Après cela, je vous ramènerai personnellement chez vous et posterai des agents de sécurité devant votre immeuble jusqu'à ce que nous soyons sûrs que vous n'êtes pas une cible. Et si je refuse d'effacer les photos ou d'accepter votre protection, les deux. Gabriel s'est approché, assez près pour que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. À cette distance, je pouvais voir la petite cicatrice qui traversait son sourcil gauche.
La façon dont sa chemise mouillée moulait son corps suggérait qu'il fréquentait régulièrement la salle de sport. La fatigue autour de ses yeux en disait long sur la violence de cette nuit, et bien plus encore. Des gens meurent autour de moi, Maya. Sa voix est devenue rauque et sincère. Non pas parce que je le souhaite, mais parce que m'être associé à moi équivaut à une condamnation à mort. Mon père a été tué lors d'un événement caritatif. Le chauffeur de ma mère a été exécuté devant leur maison. Une femme avec qui je sortais il y a 3 ans a vu sa voiture exploser. Il a fait une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Je ne veux pas ajouter ton nom à cette liste parce que tu as partagé un Uber pendant une tempête. Sa vulnérabilité et son aveu m'ont prise au dépourvu. Ce n'était ni de la manipulation, ni une menace. C'était une peur authentique enveloppée d'une honnêteté brutale. J'ai baissé les yeux vers mon appareil photo, vers les images stockées dans sa mémoire qui pouvaient me mettre en danger. Puis j'ai regardé Gabriel, cet homme complexe et dangereux qui avait utilisé son corps comme bouclier lorsque les balles sifflaient. Mon pouce a trouvé le bouton «Supprimer». Une à une, j'ai effacé les photos de cette soirée, regardant les visages et les plaques d'immatriculation disparaître dans l'oubli numérique. Gabriel observait en silence et je me demandais s'il avait remarqué que j'effaçais le dossier actuel et non la carte mémoire de sauvegarde cachée au fond de mon sac. C'est fait, ai-je dit en lui montrant l'écran vide de l'appareil photo. Il m'a longuement observé. Tu as gardé une sauvegarde. Ce n'était pas une question. Tu es observateur, toi aussi. Intelligent. Il ne semblait pas en colère. Juste résigné. Garde-les cachés. Si les mauvaises personnes apprennent que tu as ces images, peu importe que tu aies supprimé les originales. Le tonnerre gronda au-dessus de nos têtes, suffisamment près pour nous faire sursauter tous les deux. L'orage ne semblait pas vouloir s'apaiser. Au contraire, le vent s'était intensifié, transformant la pluie en une pluie presque horizontale. Le téléphone de Gabriel a de nouveau vibré. Il l'a vérifié, puis a fait un geste vers le bout de la ruelle. La voiture est à 5 minutes. Et bouge quand je te dis « reste baissé, ne t'arrête pour rien au monde ». Et ensuite, je m'assurerai que tu rentres chez toi en toute sécurité. Ses yeux rencontrèrent les miens. Vert foncé et intense. Et tu oublieras que tu m'as rencontré. Mais même s'il disait cela, nous savions tous les deux que c'était impossible. Certaines rencontres changent tout, et celle-ci en faisait partie. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués de Carmen et une alerte info qui m'a glacé le sang. Massacre au restaurant Giordano. 4 morts, plusieurs blessés dans une attaque ciblée. La première photo de l'article m'a coupé le souffle. Un corps chargé dans le fourgon du médecin légiste, le visage partiellement visible sous le drap. L'homme qui aurait dû conduire Gabriel la nuit dernière. Mort avant même d'avoir eu la chance de prendre son passager. Mon téléphone a vibré. Carmen, dis-moi que tu es en vie, m'a-t-elle dit. Je vais bien. Que se passe-t-il? Une guerre des gangs. 4 hommes exécutés chez Giordano. 3 autres retrouvés à Englewood. La police parle de conflits territoriaux, mais mes sources affirment qu'il s'agit d'un règlement de compte avec la famille Ravalini. Elle fit une pause. Tu sais qui ils sont? Le nom m'a frappé comme un coup de poing. Non, l'une des 3 grandes familles qui dirigent le crime organisé à Chicago. La mafia italienne à l'ancienne mais modernisée. Casino, construction, services de sécurité, tout est légal en apparence. La voix de Carmen avait cette pointe de nervosité qu'elle avait lorsqu'elle traquait des scoops. La Bratva essaie de s'emparer de leur territoire. Le crime organisé russe. On dirait que la situation s'aggrave. Je pensais à la montre de luxe de Gabriel, au pistolet, à l'autorité dans sa voix. Import, export. Pourquoi tu me demandes ça? Insista Carmen. Ce n'est pas ton domaine, juste par curiosité. Storm m'a demandé de regarder les infos. Le mensonge avait un goût amer. Après avoir raccroché, je cherchais Gabriel Ravalini sur Google. Peu de résultats. Galas de charité, contrats de construction, journaux économiques. Rien qui ne fasse penser à un parrain de la mafia. Rien qui prouve qu'il ne l'était pas. Une photo a attiré mon attention. Une collecte de fonds pour un hôpital il y a 3 ans. Gabriel au premier plan avec des donateurs et à l'arrière-plan, légèrement flou. Ma grand-mère Elena, vêtue de son tablier de boulangère, tenant un plateau de pâtisserie. Ma grand-mère le connaissait. 20 minutes plus tard, je suis entré dans la padaria. Elena.
L'odeur du pain frais m'a réconforté. Elena se tenait derrière le comptoir, ses cheveux argentés toujours relevés en chignon, et son visage s'est illuminé avant que l'inquiétude ne remplace la joie. Tu as mauvaise mine. La tempête. On peut parler à l'arrière? Elle m'a scruté d'un regard qui ne manquait rien. C'est à propos d'un homme? Comment fais-tu pour toujours savoir? Parce que tu as le même regard que ta mère avait quand elle a rencontré ton père. Elle a retourné le panneau indiquant qu'elle faisait une pause et m'a conduite dans son petit bureau. Dis-moi, que sais-tu de Gabrielle Ravalini? L'expression d'Elena changea, prudente et calculatrice. Elle nous servit du café, s'assit avec un soupir. C'est un nom que je ne t'ai jamais entendu prononcer auparavant. Je l'ai rencontré hier soir. Nous avons été pris dans cette fusillade à Englewood. Sa main se porta à sa poitrine. Tu étais là? Il m'a protégé. Mais ce matin, j'ai appris la nouvelle concernant le restaurant. J'ai besoin de comprendre dans quoi je me suis embarqué. Elena croisa les mains sur le bureau. Gabriel Ravalini est un homme compliqué. Sa famille est dans ce quartier depuis 70 ans. Elle a commencé sur les quais, puis s'est diversifiée dans d'autres activités. Certaines sont légales, d'autres non. Donc, c'est un mafieux. Il dirige l'organisation familiale. Oui, elle le dit sans jugement. Mais il est différent de son père. Quand il a pris la relève il y a 8 ans, il a changé les choses. Pas de drogue, pas de traite d'êtres humains, pas de civils pris pour cible. Il a des règles. L'honneur, c'est démodé, peut-être naïf, mais il y croit. Vous parlez comme si vous le connaissiez personnellement. C'est le cas. Elle jeta un coup d'œil à une photo accrochée au mur. Quand votre grand-père m'a laissé des dettes que je ne pouvais pas payer. Le père de Gabriel a racheté la dette. J'ai cru que j'avais vendu mon âme. Mais Gabriel n'était pas son père. Quand il a pris la relève, il est venu ici en personne, a renégocié tout, a réduit ma dette de moitié. Il vient tous les dimanches depuis 8 ans, achète du pain et des pâtisseries, paye en espèces, laisse de bons pourboires. Il ne m'a jamais donné l'impression que je lui devais quoi que ce soit au-delà de notre contrat. J'ai absorbé tout cela, essayant de concilier l'homme qu'elle décrivait avec celui qui avait brandi une arme dans une ruelle. Mes parents, la fusillade quand j'avais 16 ans. Était-ce possible? Non. La réponse d'Elena a été immédiate. Tes parents sont morts dans une fusillade entre gangs. Une violence aveugle. Aucun lien avec la famille Ravalini. Il y a eu une enquête, c'était juste une tragédie absurde. Elle m'a pris la main. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, mais si Gabriel t'a protégé, tu as eu de la chance. C'est un homme d'honneur dans un milieu peu honorable, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun danger à le côtoyer. Ses ennemis sont brutaux. La sonnette de la porte a retenti. Elena s'est levée pour retourner travailler. Je l'ai suivie, avec l'intention de partir quand je l'ai vue. Gabriel se tenait au comptoir, les cheveux encore humides, vêtu d'un jean et d'un pull noir. Il tenait son panier habituel. Son regard croisa le mien, surpris dans un premier temps, puis prudent. Maya, je ne m'attendais pas à te voir ici. La boulangerie de ma grand-mère. Son regard se porta sur Elena. Madame Sinclair, votre petite fille depuis sa naissance. Elena croisa les bras de manière protectrice. Tu le savais? Non. La ressemblance est évidente maintenant. Une expression sincère traversa son visage. Nous devons parler, dis-je. Il jeta un coup d'œil à la boutique vide, puis à Elena. Pouvons-nous utiliser votre réserve? Je vous promets qu'elle sera en parfaite sécurité. Elena nous observa tous les deux, puis fit un signe de tête vers l'arrière. 10 minutes. La réserve sentait la farine et la levure. Gabriel ferma la porte, posa son panier et s'appuya contre une étagère. Soudain, l'espace me parut beaucoup plus petit. Vous avez fait des recherches sur moi, dit-il. Tu savais que je le ferais. Je gardais les mains dans mes poches. Tu es Gabriel Ravalini, chef de la famille Ravalini. L'homme dont le chauffeur a été assassiné avant de pouvoir venir te chercher. Oui, le massacre au restaurant vous était destiné. Oui, son honnêteté était pire que des mensonges. Pas de faux semblants, pas d'adoucissement. Je dois vous dire quelque chose, ai-je dit. Quand j'ai supprimé ces photos, je n'ai pas supprimé la sauvegarde. Je garde une carte mémoire redondante. Les images sont toujours là. Son expression n'a pas changé. Je sais, vous le saviez, je m'en doutais. Vous avez supprimé trop facilement. Il s'est redressé. Pourquoi me le dire maintenant?
Parce que ma grand-mère pense que vous êtes honorable. Parce que vous m'avez gardé en vie. Parce que je suis fatigué de mentir. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré mes archives. Il ne s'agit pas seulement de la fusillade. J'ai des années de photojournalisme, des politiciens avec des criminels, des échanges d'argent, de la corruption qui pourrait ruiner des carrières. Il a fait défiler les images, le visage impassible. C'est un travail dangereux, je le sais, mais c'est important. Et la sauvegarde d'hier soir existe toujours. Mais je ne la publierai pas à moins que tu ne me donnes une raison de le faire. J'ai croisé son regard. Considère ça comme une assurance. Un sourire a effleuré ses lèvres. Intelligent, impitoyable. Je suis impressionné. J'essaie de survivre à tout ça. À ton avis, de quoi s'agit-il? La question resta en suspens entre nous. Elle était lourde de conséquences que je n'étais pas prête à examiner. Je ne sais pas encore, mais je veux comprendre pourquoi quelqu'un veut ta mort au point de massacrer 4 personnes. Les parts. Je contrôle les routes maritimes qui passent par les docks nord. La Bratva veut cet accès. Dimitri Voulov fait pression sur Chicago depuis 2 ans. Je suis le dernier à résister, alors il essaie de vous tuer, lui ou quelqu'un qui l'a engagé. Hier soir, c'était la 2e tentative cette semaine. Il a sorti une carte de son portefeuille, noire avec un numéro argenté en relief. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, des voitures qui vous suivent, des inconnus qui vous posent des questions, appelez ce numéro. De jour comme de nuit, j'ai pris la carte. Son poids était en quelque sorte significatif. Vous pensez que je suis en danger? Dimitri a des informateurs partout. Ils ont vu cet Uber. Ils nous ont vus ensemble. S'ils sont minutieux, ils t'identifieront. Ils essaieront de t'utiliser contre moi. Il serra les mâchoires. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu ne peux pas protéger tout le monde. Non, mais je peux te protéger. La façon dont il l'a dit ressemblait à un serment. La voix d'Elena résonna depuis la boutique. Le temps est écoulé. Gabriel prit son panier et nous sortîmes pour trouver ma grand-mère, en train d'emballer sa commande avec une force inutile. Il paya, donna un pourboire et partit en jetant un dernier regard qui me marqua comme une brûlure. 2 nuits de plus tard, en rentrant chez moi après un tournage, je remarquai la voiture. Une berline noire aux vitres teintées, à 3 longueurs de voiture derrière moi pendant 6 pâtés de maison. Quand je tournais, elle me suivit. Quand je m'arrêtais, elle resta au ralenti. Ma main tremblait tandis que je composais le numéro de Gabriel. Il répondit immédiatement. Maya, une voiture me suit. Une berline noire. Où exactement? Je lui ai donné le nom des rues qui se croisaient. Bruit de fond, porte qui claque, moteur qui démarre. Reste en ligne, continue à marcher vers les zones peuplées. Je suis à 4 minutes. Ces minutes m'ont semblé durer des heures. Il m'a fait parler, m'a donné des indications détaillées, m'empêchant de paniquer. La berline restait patiente et prédatrice. Lorsque le SUV de Gabriel s'est arrêté, je n'avais jamais été aussi soulagé. Il est sorti avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. Un homme que je ne reconnaissais pas est sorti du côté conducteur. Tous deux dégageaient une violence maîtrisée. Monte, m'a ordonné Gabriel en se plaçant entre moi et la berline. Dès que je me suis installé à l'intérieur, le conducteur s'est enfoncé doucement dans la circulation. La berline noire ne nous a poursuivis. Bratva, a confirmé le conducteur. Il a vérifié la plaque d'immatriculation. Une société écran utilisée par Voulov. Il la surveille, a déclaré Gabriel, la main près de son arme dissimulée. Assise dans le SUV blindé de Gabriel Ravalini, conduit par un homme nommé Luca, j'ai compris que ma vie avait fondamentalement changé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus moyen de prétendre que cette nuit de tempête était un incident isolé. Je faisais désormais partie du monde de Gabriel, que je le veuille ou non. Le penthouse de Gabriel occupait tout le dernier étage d'un immeuble de la Gold Coast qui coûtait probablement plus cher que tout mon quartier réuni. Les baies vitrées offraient une vue sur le lac Michigan qui semblait tout droit sorti d'un magazine de luxe. Tout en acier et en verre, d'une élégance discrète, cet endroit respirait l'argent sans être ostentatoire. C'est temporaire, dis-je pour la 3e fois depuis que Luca nous avait conduits ici. J'ai un travail, une vie, un appartement dont le Brata connaît désormais l'emplacement. Gabriel posa mon sac photo sur la table en marbre de l'entrée. Tu as vu les photos de surveillance, Maya. Ils surveillent ton immeuble, la boulangerie de ta grand-mère, les endroits que tu fréquentes. Rester là-bas, c'est du suicide.
Il m'avait montré les photos dans la voiture. Des images haute résolution de moi quittant mon appartement, entrant dans la boulangerie, marchant vers la station de métro, horodaté au cours des dernières 48 heures, une surveillance professionnelle qui m'a donné la chair de poule. Donc, je suis prisonnière ici. Tu es protégée ici. Sa voix s'est durcie. Il y a une différence. Vraiment? J'ai croisé les bras, car de là où je me trouve, cela ressemble à une cage très coûteuse. Quelque chose a vacillé dans son expression. De la frustration peut-être, ou de la compréhension. Il s'est dirigé vers les fenêtres, les mains dans les poches, sa silhouette se découpant dans l'obscurité contre les lumières de la ville. Tu peux partir quand tu veux. Je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu franchis cette porte, tu le fais en sachant que les hommes de Dimitri t'attendent pour t'utiliser contre moi. Il s'est retourné, ses yeux verts intenses. C'est ton choix. Toujours ton choix. La sincérité dans sa voix m'a désarmé. Je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de contrôle. Il s'agissait d'une véritable crainte pour ma sécurité. D'accord, mais j'ai des conditions. Je me suis approché. Je ne suis pas prisonnière. Je peux travailler, retoucher des photos, accepter des missions. Ma grand-mère bénéficie d'une protection, que je sois là ou non. Et tu me tiens au courant de ce qui se passe. Pas de secret, pas de traitement de faveur parce que tu me crois trop fragile pour entendre la vérité. D'accord. Il sortit son téléphone. Je demanderai à Luca d'apporter ton équipement demain. Des vêtements, tout ce dont tu as besoin. Elena a déjà une équipe de sécurité. 2 hommes se relaient devant la boulangerie. Elle va détester ça. Elle comprendra. Il esquissa un léger sourire. Ta grand-mère est plus forte que tu ne le penses. Une porte s'ouvrit au bout du couloir et une jeune femme apparut. Elle avait les cheveux bruns de Gabrielle, mais longs et raides, tombant sur ses épaules. Ses yeux étaient plus clairs, plus noisettes que verse, et quand elle m'aperçut, sa lassitude fit place à une curiosité sincère. Sophia, dit Gabrielle, voici Maya Sinclair. Elle va rester avec nous pendant quelque temps. Le regard de Sophia passa rapidement de l'un à l'autre, comprenant clairement plus que ce que Gabrielle avait dit. Encore une de tes errantes, Sophia, avec un ton d'avertissement dans la voix. Je plaisante. Elle s'approcha de moi et me tendit la main. Sophia Ravalini, la sœur nettement moins menaçante. Étudiante en droit, idéaliste, éternelle déception pour l'héritage familial. Je l'ai tout de suite appréciée. Maya, photographe, apparemment attirée par les ennuis. Ne le sommes-nous pas tous dans cette maison? Elle lança un regard à Gabrielle. Je suppose que c'est la chambre d'amis. Bien sûr. Tant mieux, parce que si tu l'avais mise dans l'aile ouest près de ta chambre, j'aurais des questions. Sophia me fit signe de la suivre. Viens, je vais te faire visiter avant que mon frère ne retombe dans son silence habituel. Le penthouse était immense. 3 chambres, chacune avec salle de bain attenante, une bibliothèque remplie d'éditions originales, une cuisine qui semblait sortir tout droit d'un restaurant. La chambre d'amis où Sophia m'a conduite était plus grande que tout mon appartement, décorée dans des tons gris et crème, avec la même vue spectaculaire. Il est terrifié, tu sais, m'a dit Sophia une fois la porte fermée. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis la mort de notre père. J'ai posé mon sac photo sur le lit. Comment ça? Ou la peur. Gabriel ne connaît pas la peur. Il calcule, élabore des stratégies et recourt à la violence contrôlée lorsque c'est nécessaire. Mais vous l'avez déstabilisé. Elle m'a observé attentivement. Comment vous êtes-vous rencontrés? Nous avons partagé un Uber pendant la tempête. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou exactement au bon endroit. Sophia s'est assise sur le bord du lit. Notre père a été tué il y a 8 ans, dans une embuscade alors qu'il quittait un événement caritatif. Gabriel avait 26 ans, il n'était pas prêt, pas préparé, mais il a pris la relève quand même parce que quelqu'un devait le faire. Il a fait le ménage, s'est débarrassé de tous ceux qui étaient impliqués dans les affaires vraiment louches, la drogue, le trafic d'êtres humains, toutes ces choses qui détruisent les communautés, se faisant des ennemis. Mais il s'en fichait, il voulait être différent. Ta grand-mère parle de lui comme s'il était une sorte de chevalier errant en costume 3 pièces. Sophia a ri. Ce n'est pas faux. Gabriel a un sens de l'honneur dépassé. Il ne s'en prend pas aux civils. Il tient toujours parole. La loyauté avant tout. Cela lui a causé des ennuis plus d'une fois. Elle fit une pause. Mais cela signifie aussi que lorsqu'il dit qu'il te protégera, il le pense vraiment. Au péril de sa vie, si nécessaire. Le poids de ces mots m'écrasait.
Je ne veux pas que quelqu'un meure pour moi. Alors ne lui donnez pas de raison de le faire. Sophia se leva. Le dîner est généralement vers 20 heures. Gabriel cuisine quand il est stressé, alors préparez-vous à quelque chose d'élaboré et de délicieux. Je vous préviens, il va vous tourner autour. C'est agaçant, mais bien intentionné. Elle avait raison. À 20 heures pile, Gabriel est apparu à ma porte avec une invitation qui ressemblait davantage à un ordre. Je l'ai suivi jusqu'à la cuisine où il avait préparé un ouro qui sentait incroyablement bon, accompagné de RSado et de légumes rôtis disposés avec la précision d'un chef. C'est toi qui cuisines? Ai-je demandé, surprise. Ma mère insistait pour que tous ses enfants apprennent. Elle disait, quiconque ne savait pas se nourrir seul n'était pas vraiment indépendant. Il a versé du vin et m'a tendu un verre. Comment réagissez-vous aux critiques sur votre travail? La question m'a prise au dépourvu. Ça dépend des critiques. Vos photos d'exposition, la série sur la gentrification, a-t-il dit en montrant les copies qu'il avait réussi à se procurer et qui étaient affichées sur une tablette posée contre le comptoir. Elles sont techniquement parfaites. La composition, l'éclairage, l'impact émotionnel, mais elles sont sans risque. Sans risque? Tu montres les conséquences, les fenêtres condamnées, les familles déplacées, les décombres, mais tu ne montres pas la cause. Les politiciens qui approuvent les projets immobiliers, les entrepreneurs qui concluent des accords, l'argent qui change de main. Son regard croisa le mien. Vous documentez le symptôme, pas la maladie. Une vague de chaleur m'envahit, mi-colère, mi-reconnaissance. Ces photos pourraient me faire mettre sur liste noire. Ces photos pourraient changer les choses. Il servit le repas. Tu as les archives. Utilise-les. Nous avons mangé dans un silence tendu. Il avait raison. Et je détestais qu'il le voie si clairement. Mon travail avait été prudent, suffisamment acceptable pour les galeries et les publications. Mais la véritable histoire, la corruption que j'avais documentée pendant des années, restait inutilisée parce que j'avais peur. Après le dîner, j'ai appelé Carmen depuis la bibliothèque. Elle a répondu dès la première sonnerie, la voix aiguë d'inquiétude. Où diable étais-tu passé? J'essaie de te joindre depuis 2 jours. Je vais bien. Je reste chez un ami pendant quelque temps. La surveillance m'a effrayé. J'ai jeté un coup d'œil à Gabriel, qui m'avait laissé seul, mais restait à portée de vue. Tu peux me rendre un service? Regarde s'il y a eu des transactions immobilières récentes dans le 43e arrondissement. Des politiciens qui approuvent des dérogations. Des entrepreneurs ayant des liens avec le milieu criminel. Je travaille sur quelque chose. Ça a un rapport avec l'affaire Ravalini? Peut-être. Je t'expliquerai plus tard. Nous avons discuté encore 10 minutes avant que je raccroche. Gabriel s'est approché avec mon appareil photo que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine. Je peux? J'ai acquiescé. Il a fait défiler les photos récentes, s'arrêtant sur une que je ne me souvenais pas avoir prise. Lui, dans la cuisine un peu plus tôt, la garde baissée, remuant le rossado avec une concentration totale. La lumière l'avait parfaitement mise en valeur, révélant quelqu'un de plus doux que l'homme dangereux que j'avais rencontré dans cette ruelle. Garde celle-là, a-t-il dit, en me rendant l'appareil photo pour que je l'ajoute à mes archives de symptômes et de maladies. Avant que je puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'est ouverte. Un homme d'une 50aine d'années est entré, les cheveux argentés et vêtu d'un costume impeccable. Il a salué Gabriel d'un signe de tête avec la familiarité de 2 vieilles connaissances. Adriano, Gabriel le salua. Maya, voici Adriano Bavita, mon conseiller, précisa Adriano en lui tendant la main, même si le nom italien semble plus impressionnant. Madame Sinclair, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Rien de bon, je suppose. Au contraire, dit-il en souriant. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Gabriel, nous devons parler. C'est urgent. L'expression de Gabriel changea. Affaire strictement professionnelle. Laissez-nous un instant. Je me levai pour partir, mais la main de Gabriel sur mon bras m'arrêta. Restez. Vous ne vouliez pas de secret. Adriano sortit son téléphone et montra ce qui semblait être des images de vidéosurveillance. Dimitri a fait son coup. Il a approché les familles Donatelli et Castrovani cet après-midi. Il leur a offert 20% de votre territoire si elle l'aide à vous éliminer. La neutralité n'est plus une option. Je retins mon souffle. Gabriel serra les mâchoires, mais sa voix resta calme. Leur réponse. Donatelli réfléchit. Castrovani veut des garanties. Il te donne 72 heures pour faire une contre-offre ou disparaître. Le regard d'Adriano se posa sur moi.
Ils sont au courant pour elle. Dimitri s'en sert comme preuve que tu es distraite. Vulnérable. Je ne suis pas vulnérable. La voix de Gabriel avait un ton qui me fit frissonner. Organise une réunion. Je veux les voir tous dans une pièce où je pourrai voir leur visage lorsqu'ils refuseront l'offre de Dimitri. Et s'il ne refusa pas, alors nous entrerons en guerre. La désinvolture avec laquelle il le dit, comme s'il discutait d'une stratégie commerciale plutôt que de violence, me rappela exactement qui était Gabriel. Pas seulement l'homme qui cuisinait et appréciait la photographie, mais quelqu'un qui avait survécu 8 ans à la tête d'une organisation criminelle. Adriano est parti après 15 minutes supplémentaires de planification que je n'ai qu'à moitié comprises. Territoire, alliance, imprévu. Lorsque nous nous sommes retrouvés seuls, Gabriel s'est servi un whisky et m'a proposé la bouteille. Je l'ai prise et j'ai bu directement dans le verre qu'il m'a tendu. Tes archives photos, dit-il soudainement, celles que tu m'as montrées à la boulangerie. Tu as dit que c'était des politiciens liés à des criminels connus. Dimitri soudoie des fonctionnaires pour pouvoir opérer librement. Si tu as la preuve de leur identité, cela pourrait changer la donne. Je le fixais du regard. Tu veux utiliser mon travail comme un moyen de pression. Je veux utiliser tous les avantages dont nous disposons. Il s'approcha. Tu as dit que ces photos pourraient détruire des carrières. Laisse-les exposer le réseau de Dimitri. Coupez-lui sa protection politique. Cela ne l'arrêtera pas, mais cela affaiblira suffisamment sa position pour que les autres familles considèrent qu'il est risqué de travailler avec lui. Et si je refuse, si je dis que mon travail n'est pas une arme pour les guerres de gang, alors je respecterai cette décision et je trouverai un autre moyen. Son regard a croisé le mien. Mais je pense que ces gens méritent d'être dénoncés, que la justice est plus importante que la neutralité. Il avait raison. La corruption que j'avais documentée, les poignées de main entre les élus et les criminels, les échanges d'argent dans les parkings, tout cela avait de l'importance. Le but avait toujours été de le publier. Le fait que cela ait également aidé Gabriel à survivre était presque secondaire. Je le ferai, ai-je dit, mais à mes conditions. Je choisis les photos, la manière dont elles seront publiées, l'histoire qu'elles raconteront. D'accord, nous étions suffisamment proches pour que je puisse voir les reflets ambrés dans ses yeux verts, sentir l'odeur du whisky dans son haleine. L'air entre nous était électrique, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Pourquoi fais-tu vraiment cela? Ai-je murmuré, pour me protéger. C'est plus que simplement empêcher Dimitri de m'utiliser contre toi. Parce qu'à l'instant où je t'ai vu dans cette voiture, quelque chose a changé. Sa main s'est levée, ses doigts effleurant ma mâchoire. Parce que tu t'es disputé avec moi dans une ruelle alors que je tenais un pistolet. Parce que tu es courageuse et têtue. Et que tu me regardes comme si j'étais un être humain plutôt qu'un monstre. Tu es un être humain, la plupart du temps, je n'en suis pas sûr. J'ai comblé la distance qui nous séparait, pressant mes lèvres contre les siennes avant de pouvoir trop réfléchir. Il a répondu immédiatement, une main glissant dans mes cheveux tandis que l'autre me tirait contre lui. Ce baiser était tout ce que je m'étais refusé depuis cette première nuit. Affamé, désespéré et absolument imprudent, une alarme a retenti dans le penthouse. Nous nous sommes séparés. La main de Gabriel s'est déplacée vers son arme d'un mouvement fluide. Son téléphone a vibré avec des alertes. Violation de la sécurité à l'entrée nord. Reste ici, a-t-il ordonné en se dirigeant déjà vers la porte. Luca est apparu dans le couloir, arme à la main. Ils ont échangé quelques mots rapides en italien avant que Gabriel ne revienne. La tension était visible dans chaque ligne de son corps. Fausse alerte, capteur défectueux. Mais ses yeux disaient le contraire. Quelqu'un avait testé la sécurité, cherché des failles. Ce baiser avait tout changé. Et maintenant, debout dans la forteresse de Gabriel Ravallini, avec la guerre qui approchait et mon cœur qui battait toujours la chamade, je comprenais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, que j'étais engagé à fond, pour le meilleur ou pour le pire. Après 10 jours passés dans l'appartement terrasse de Gabriel, j'avais développé une routine qui me semblait étrangement normale. Le matin, je retouchais des photos dans la bibliothèque pendant qu'il travaillait sur des rapports de sécurité. L'après-midi, Sophia et moi explorions l'architecture de Chicago à travers mon objectif. Luca nous suivait toujours à 2 pas derrière nous. Le soir, Gabriel préparait des repas élaborés et nous parlions de tout sauf de la guerre qui se préparait autour de nous. J'ai découvert que ces activités n'étaient pas ce que j'avais imaginé.
Les casinos faisaient l'objet d'audits rigoureux. Les employés étaient payés à un salaire équitable et bénéficiaient d'avantages sociaux réels. Les contrats de construction faisaient appel à de la main-d'œuvre syndiquée. Les projets étaient inspectés pour vérifier leur conformité aux normes. La société de sécurité protégeait les petites entreprises dans les quartiers ignorés par la police, percevant des frais mais se présentant réellement lorsqu'on l'appelait. Pas de drogue, pas de traite d'êtres humains, pas d'usurier solitaire qui ruine les gens, m'a expliqué Gabriel un soir autour d'un verre de vin. Mon père a bâti cette famille sur l'exploitation. J'essaie de construire quelque chose de différent. Tu restes un criminel. Oui, il ne s'en cachait pas, mais je choisis les lois que j'enfreins, celles qui sont écrites par les politiciens. J'ai des photos de moi en train d'accepter des pots de vin. Il avait raison, mais je ne voulais pas l'admettre. Carmen est venue me rendre visite le 8e jour, visiblement nerveuse malgré l'autorisation de Luca. Elle m'a serré trop fort dans ses bras, les yeux rivés sur le penthouse, comme si elle s'attendait à ce que des menaces surgissent des meubles coûteux. Nous devons parler, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Seul, Gabriel nous a laissé la bibliothèque sans protester. Dès que la porte s'est refermée, Carmen s'est effondrée sur une chaise. Je suis désolé, Maya, je ne savais pas comment te le dire. Une vague de froid m'a envahi. Dis-moi quoi? Dimitri met mon téléphone sur écoute depuis des mois. J'enquête sur la corruption liée à ses activités. Et il l'a découvert. Il a tout écouté. Ses mains tremblaient. Quand tu m'as appelé d'ici la première semaine, tu m'as dit où tu étais. Tu m'as fait part de tes inquiétudes concernant l'enquête. Il a tout entendu. Il sait que tu es avec Gabriel. Il sait que tu tiens à lui. La pièce se mit à tourner. Carmen, il y a autre chose. Mon frère Miguel est toxicomane. Les hommes de Dimitri l'approvisionnent depuis 1 an. Il y a 3 jours, ils m'ont dit que soit je leur fournissais des informations sur toi et Gabriel, soit Miguel disparaissait. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé. Je leur ai dit que tu restais ici, que Gabriel était distraite et parce que vous étiez ensemble. Je ne voulais pas, mais Miguel, ça va. Je l'ai serré dans mes bras malgré mon cœur qui battait à toute ombre. On va trouver une solution. Gabriel s'en est occupé avec une efficacité redoutable. En moins d'une heure, Miguel était dans un centre de désintoxication privé sous surveillance. Carmen avait un nouveau téléphone avec un cryptage militaire et Adriana traquait chaque fuite pour évaluer les dégâts. Cette nuit-là, Gabriel m'a trouvé sur le balcon, les yeux rivés sur les lumières de la ville qui se brouillaient à travers mes larmes. C'est ma faute, ai-je dit. J'ai appelé Carmen. Je lui ai dit où j'étais. Dimitri aurait trouvé un autre moyen. Il s'est tenu à côté de moi, proche mais sans me toucher. Il fait toujours ça. Le frère de ton ami est toxicomane à cause de lui. Carmen était terrifiée. Combien d'autres personnes sont prises au piège dans sa toile? Trop. Sa mâchoire s'est crispée, c'est pourquoi il faut l'arrêter. Je me suis tourné vers lui, l'homme qui cuisinait pour moi et appréciait mes photos, qui avait des règles et de l'honneur dans un monde où il n'y en avait ni l'un ni l'autre. J'ai peur. Tant de mieux. La peur te rend prudente, mais sa main a trouvé la mienne. Nos doigts se sont entrelacés. Je ne le laisserai pas te faire de mal, Maya. Quoi qu'il en coûte. Nous sommes entrés et l'espace entre nous s'est effondré avec une force inévitable. Sa bouche a trouvé la mienne, désespérée et revendicative, et j'ai répondu avec la même avidité. Nous avons rejoint sa chambre. Nos vêtements sont tombés entre 2 baisers qui ressemblaient à des promesses qu'aucun de nous ne pourrait tenir. Il était attentionné avec moi, respectueux, comme si j'étais quelque chose de précieux, plutôt qu'une complication menaçant tout ce qu'il avait construit. Lorsque nous nous sommes enfin unis, cela ressemblait moins à une capitulation qu'à un choix de camp dans une guerre où la neutralité n'avait jamais été une option. Après coup, enveloppé dans des draps qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, il a tracé des motifs sur mon épaule. Je veux que tu comprennes quelque chose. Sa voix était calme. Le monde dans lequel je vis exige certaines choses, des actions dont je ne suis pas fier. Si tu restes avec moi, tu finiras par voir cet aspect de ma vie. Je sais qui tu es, Gabriel. Savoir et être témoin sont 2 choses différentes. J'aurais dû écouter cet avertissement. L'appel est arrivé à 3 heures du matin. Le téléphone de Gabriel a sonné à toute vitesse. Il s'est habillé et armé en 30 secondes. Luca était déjà à la porte. « Reste ici. » A ordonné Gabriel. « Que se passe-t-il? » « Un incendie à la boulangerie de ta grand-mère. » Mon cœur s'est arrêté.
J'ai enfilé des vêtements à la hâte. Malgré ses protestations, le trajet a duré 8 minutes qui m'ont semblé des heures. De la fumée s'élevait dans le ciel nocturne. Les camions de pompiers luttaient contre les flammes qui consumaient 40 ans de la vie de ma grand-mère. Elena se tenait debout, enveloppée dans une couverture. Elle était couverte de suie, mais vivante. Je courus vers elle et elle me serra si fort que j'en eus mal. Je vais bien, Minhanetta, je vais bien. Les hommes de Gabriel m'ont sorti de là. Les deux gardes de sécurité se tenaient à proximité, le visage sombre. L'un d'eux avait des brûlures aux mains pour avoir enfoncé la porte arrière. Luca s'est approché de Gabriel avec une tablette montrant les images de vidéosurveillance. J'ai regardé par-dessus son épaule. Deux hommes, le visage couvert, enfonçaient la porte arrière. De l'essence avait été répandue sur le parquet. Une allumette. Brad va. Luca a confirmé. Un message. Comment le savent-ils? Ai-je demandé. La boulangerie était protégée depuis des jours. Le visage de Gabriel s'est figé. Quelqu'un leur a dit. Quelqu'un à l'intérieur. L'enquête a duré 6 heures. Adriano a coordonné ses efforts avec des contacts dont je ne voulais pas connaître l'existence. Et au matin, ils avaient un nom, Roberto Revalini, le cousin paternel de Gabriel, une famille de troisième génération chargée des opérations de niveau intermédiaire. Il doit 80 000 $ à Dimitri pour des dettes de jeu. Adriano expliqua dans le bureau de Gabriel d'une voix neutre. Il fournit des informations depuis 3 semaines. Il leur a parlé de votre relation avec Maya, de l'importance qu'Elena avait pour elle. Il a spécifiquement ciblé la boulangerie. Gabriel resta silencieux pendant 10 secondes. Alors, amenez-le ici. Ils amenèrent Roberto dans un entrepôt que je ne reconnaissais pas. Gabriel ne m'a pas demandé de rester à l'écart, et je l'ai suivi parce que j'avais besoin de voir ça. J'avais besoin de comprendre l'homme à qui je m'étais donné. Roberto était agenouillé au milieu du sol en béton, les mains liées, le visage déjà marqué par l'interrogatoire préliminaire de Luca. Quand Gabriel est entré, Roberto s'est mis à pleurer. « Gabriel, s'il te plaît, je n'avais pas le choix. Ils allaient me tuer. Tu avais le choix. » La voix de Gabriel était plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « Tu as choisi de trahir ta famille. Tu as choisi de t'en prendre à une femme innocente. Tu as fait le mauvais choix. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. » Gabriel a battu Roberto avec une précision méthodique. Chaque coup était calculé pour causer un maximum de douleur sans entraîner la mort. Quand il a eu fini, il a laissé Roberto brisé et ensanglanté sur le sol. « Fais-lui recevoir des soins médicaux, puis exile-le » a dit Gabriel à Luca. « Il a 72 heures pour quitter Chicago. Si je le revois, j'en finirai avec lui. » De retour dans le SUV, je ne pouvais m'empêcher de trembler. Les jointures de Gabriel étaient fendues. Du sang tachait sa chemise, et il me regardait avec des yeux qui ne contenaient aucune excuse. « C'est mon monde, Maya. C'est à cela que ressemble la justice quand la loi ne peut rien contre toi. » Ce n'était pas de la justice. C'était de la brutalité. Parfois, c'est de la même chose. Je suis descendu à l'appartement terrasse et je me suis dirigé directement vers la chambre d'amis. Gabriel ne m'a pas suivi, me laissant l'espace dont j'avais désespérément besoin. L'homme qui m'avait serré dans ses bras la nuit dernière, qui m'avait murmuré des mots doux en italien contre ma peau, venait de battre son propre cousin presque à mort sans hésitation. J'ai fait ma valise avec des mains tremblantes. Sophia m'a trouvé. « Tu pars. Je ne peux pas rester. Pas après ce que j'ai vu. Il te protège. Il nous protège tous en devenant un monstre, en faisant ce qui doit être fait. » Elle s'est assise sur le lit. La trahison de Roberto aurait pu te coûter la vie. Ma grand-mère a appris à Gabriel que la famille protège la famille, quel qu'en soit le prix. C'est tout ce que c'était. Mais c'était trop. J'ai appelé Carmen, qui est venue me chercher dans l'heure qui a suivi. Gabriel ne m'a pas arrêté. Il m'a juste regardé partir depuis la fenêtre. Avant que je ne sorte, il est apparu à la porte avec quelque chose dans la main. Un bracelet en argent délicat, simple et élégant. « S'il te plaît, m'a-t-il dit en l'attachant autour de mon poignet. Garde-le pour moi. » J'ai failli refuser. Mais quelque chose dans ses yeux, une peur sincère mêlée de résignation, m'a fait acquiescer. Dans l'appartement de Carmen, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes pensées. La violence, la trahison, le fait que je sois tombée amoureuse d'un homme dont le monde fonctionnait selon des règles que je ne comprendrais jamais. Le bracelet me semblait lourd à mon poignet, me rappelant tout ce que j'essayais de laisser derrière moi.
Ce que je ne savais pas, c'est que Gabriel y avait placé un traceur, toujours actif, toujours en veille, et que Dmitri Volkov, informé par ses sources que j'avais quitté la protection de Gabriel, planifiait déjà son prochain coup, m'utilisant comme appât pour enfin détruire l'homme que je ne pouvais m'empêcher d'aimer, malgré tous mes efforts. Carmen s'est présentée à la porte de son appartement à 2 heures du matin. Du mascara coulait sur son visage, elle tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir son téléphone. « Je dois te dire quelque chose, murmura-t-elle. Quelque chose de terrible. » Je la fis entrer, le cœur déjà serré. Les 3 derniers jours loin de Gabriel avaient été une torture. Je repassais sans cesse dans ma tête la scène de l'entrepôt, le bruit des poings sur la chair, les cris de Roberto, le regard froid et efficace de Gabriel. « Dimitri sait que tu es parti, » dit Carmen en s'effondrant sur le canapé. « Il sait que tu es ici avec moi. Il prépare ça depuis des jours. Une vague de froid m'envahit. Préparez quoi? Il va te kidnapper. Il va t'utiliser pour faire sortir Gabriel. Il m'a dit de te garder ici, de te laisser sans protection. » Elle m'attrapa les mains. « Maya, je suis vraiment désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'étais terrifié. Il a Miguel. Il a une moyenne de pression. Et je... » Attends, doucement. J'essayais de me concentrer malgré la panique. « Quand a-t-il dit ça? » « Hier, il m'a appelé directement. Il m'a dit, « Si je te tiens éloigné de Gabriel pendant 48 heures, il libérera Miguel du dealer qui l'approvisionne. Mais si je te préviens, toi ou Gabriel, Miguel mourra. » Mon esprit s'est emballé. Dimitri avait tout orchestré à la perfection. Il avait utilisé la vulnérabilité de Carmen. Ma colère envers Gabriel. La distance naturelle que la violence crée entre les gens. Il nous avait tous manipulés comme des pions d'échecs. « Appelle Gabriel, ai-je dit, tout de suite. Mais Miguel, Gabriel protégera Miguel. Tu sais qu'il le fera. J'ai attrapé mon téléphone, j'ai trouvé le numéro de Gabriel, celui que je regardais depuis 3 jours sans appeler. On en finit ce soir. » Gabriel a répondu dès la première sonnerie. La voix rauque de fatigue. « Maya, Dimitri vient de me chercher. Carmen m'a tout raconté, il prépare ça depuis que je suis parti. » Silence pendant 3 battements de cœur. « Alors, où es-tu exactement? » Je lui ai donné l'adresse de Carmen. Des bruits de fond ont éclaté, des ordres ont été criés, des moteurs ont démarré. « Écoute-moi très attentivement, » a dit Gabriel, sa voix passant à ce mode autoritaire que je reconnaissais. « Tu as 2 choix. Je peux te sortir de là tout de suite. T'emmener dans un endroit où Dimitri ne te trouvera jamais. Ou je le laisse m'emmener. Et nous mettrons fin à tout ça. » Nouveau silence sur un moment. « Maya, ce n'est pas vrai. Si tu sais que c'est vrai, » je regardais Carmen et vis ma propre peur se refléter dans ses yeux. « Il n'arrêtera pas. Il continuera à utiliser les gens que j'aime pour t'atteindre, à moins que nous lui fassions croire qu'il est l'un d'entre eux. Si quelque chose tourne mal, tu feras en sorte que ça ne soit pas le cas. » Je me surpris moi-même par le calme de ma voix. « Tu as dit que tu me protégerais, alors protège-moi. » Mais finissons-en, je l'ai entendu expirer. Je pouvais l'imaginer passer la main dans ses cheveux comme il le faisait lorsqu'il calculait ses chances. Audriana coordonnera les opérations. Luca positionnera l'équipe. Tu porteras le bracelet que je t'ai donné. Ne l'enlève sous aucun prétexte. Le traceur est toujours actif. Quand ils te déplaceront, nous saurons exactement où tu es. Les autres familles ont déclaré leur neutralité ce matin. Si je survis seul, elles accepteront que mon territoire reste intact. Si je ne survis pas, il marqua une pause. Alors cela n'aura plus d'importance. Nous avons planifié cela pendant 1 heure. Carmen agirait normalement, me garder dans son appartement. Dimitri passerait à l'action dans les 24 heures, probablement en public pour forcer Gabriel à agir. J'irais tranquillement pour éviter les victimes civiles. L'équipe de Gabriel suivrait à distance, attendrait que l'emplacement soit confirmé, puis frapperait. « Encore une chose, » dit Gabriel avant de raccrocher. « La nuit où tes parents sont morts. Je me suis renseigné après que tu en aies parlé. J'ai trouvé des incohérences dans le rapport de police, des témoignages qui avaient disparu, des preuves qui n'avaient pas été examinées. » Sa voix baissa d'un ton. Dimitri était à Chicago il y a 12 ans, où il travaillait pour l'ancienne direction de la Bratva. Je pense qu'il sait quelque chose à propos de cette nuit-là. Les implications me frappèrent de plein fouet. La mort de mes parents n'était pas fortuite. Elle était liée à ce monde dans lequel j'avais basculé. Aux opérations de Dimitri, à quelque chose de plus grand que je ne l'avais jamais imaginé.
Trouve la réponse, murmurai-je. Quand tout cela sera terminé, j'ai besoin de savoir. Je le ferai, je te le promets. Ils sont venus le lendemain à midi. Carmen et moi étions en train de prendre un café, faisant semblant que tout était normal, lorsque l'alarme incendie de l'immeuble s'est déclenchée. Procédure d'évacuation standard. Tout le monde se précipitait dans la rue. Chaos professionnel. Une camionnette noire s'est arrêtée alors que nous arrivions sur le trottoir. 2 hommes en sont sortis, se déplaçant avec une précision militaire. L'un d'eux a attrapé Carmen, la retenant par le bras. L'autre s'est approché de moi. Je ne me suis pas débattu, je n'ai pas crié, j'ai juste croisé le regard de Carmen et hoché la tête une fois avant de les laisser me guider vers la camionnette. Le trajet a duré 30 minutes. J'ai compté les virages, essayé de mémoriser l'itinéraire, senti le bracelet pesant sur mon poignet. Gabriel suivait le trajet. Il savait où j'allais. Je devais lui faire confiance. Nous nous sommes arrêtés sur les quais, dans la zone industrielle où les conteneurs s'empilaient comme des montagnes de métal. L'entrepôt où ils m'ont emmené sentait la rouille et l'eau salée. Il était vide à l'exception de quelques chaises et de néons aveuglants. Dimitri Voulov se tenait au centre, fumant une cigarette, exactement comme sur ses photos. Des cheveux clairs, des yeux froids, un sourire qui ne dépassait jamais le niveau de sa bouche. Maya Sinclair. Il parlait avec un accent qui transformait mon nom en quelque chose de menaçant. La photographe. La femme qui avait fait perdre ses moyens à Gabriel Ravalini. Je n'ai rien dit. Je gardais une expression neutre malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Il vient te chercher, tu sais, en ce moment même. Probablement. Mes hommes ont signalé que ces véhicules se mobilisaient il y a 20 minutes. Dimitri tournait autour de moi comme un prédateur. Il va tomber dans mon piège parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, parce que tu l'as affaibli. Si vous pensez que Gabriel est faible, c'est que vous ne le connaissez pas du tout. Son sourire froid s'est élargi. Oh, je le connais. Je connais sa famille depuis des années. Je connaissais son père. Je connaissais ses activités. Et je connaissais aussi vos parents. J'ai retenu mon souffle. Quoi? Il y a 12 ans, je faisais de la surveillance pour mon organisation. Vos parents, ils ont vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Une rencontre entre un conseiller municipal et mon supérieur. Votre père a voulu jouer les héros. Il est allé voir la police pour faire une déposition. Alors nous avons éliminé le problème. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il parlait de la météo. Nous avons fait passer ça pour un acte de violence entre gangs. Personne ne s'est posé de questions. Juste une tragédie de plus dans une ville violente. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Mes parents sont morts parce qu'ils ont essayé de faire ce qui était juste, parce qu'ils ont été témoins de la corruption liée à l'homme qui se tenait maintenant devant moi. Vous les avez tués. Ma voix tremblait de rage que je pouvais à peine contenir. J'ai suivi les ordres, mais oui, techniquement, il a secoué la cendre de sa cigarette. Et maintenant, leur fille m'aide à éliminer le dernier obstacle au contrôle du transport maritime de la ville. Poétique. Non. J'ai entendu des véhicules dehors, des portes claquées. Dimitri l'a entendu aussi, son sourire s'élargissant, comme prévu. Mes hommes ont encerclé le périmètre. Gabriel entre seul, comme demandé, où nous commençons à exécuter ces hommes un par un. La porte de l'entrepôt s'est ouverte. Gabriel est entré, les mains visibles, sans armes. Mais je le connaissais maintenant. Je connaissais sa façon de bouger. Il était tendu. Sa fausse capitulation cachait une grande tension. Touchant, dit Dimitri. Le grand Gabriel Ravalini marchant vers la mort pour une femme qu'il connaissait depuis 3 semaines. Laisse-la partir, c'est entre nous. Tout est entre nous maintenant. Dimitri sortit une arme et la pointa sur ma tête. À genoux, obéit Gabriel, sans quitter mon regard. Dans ce regard, je vis des excuses, de la détermination et autre chose. De la confiance. Il avait confiance en moi. Il savait que j'étais prêt. Un dernier mot? Demanda Dimitri en détournant son arme de moi vers Gabriel. Le moment s'éternisa, puis tout explosa. Je me jetai à terre et roulais sur moi-même alors que des coups de feu fusaient de toutes parts. L'équipe de Luca fit irruption par les entrées latérales, tirant pour couvrir ses hommes et forçant ceux de Dimitri à se mettre à couvert. Gabriel était déjà en mouvement. Une arme apparut on ne sait d'où, abattant les 2 gardes les plus proches avec une efficacité brutale. Dimitri a braqué son arme sur moi. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé la chaise pliante en métal sur laquelle j'étais assis et je l'ai balancée dans son bras alors qu'il tirait. La balle a raté sa cible et a frappé le béton.
Il m'a donné un coup de poing et j'ai senti le goût du sang, mais j'avais gagné quelques secondes pour Gabriel. C'était tout ce dont il avait besoin. Gabriel a percuté Dimitri comme un train de marchandises. Les deux hommes se sont écrasés sur le sol en béton. Le combat était violent, personnel. Des poings, des coudes et de la rage incarnée. J'ai entendu quelqu'un derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu un soldat de la Bradva pointer son arme sur le dos exposé de Gabriel. Ma main a trouvé un tuyau qui traînait près du mur. J'ai frappé de toutes mes forces et j'ai touché son crâne. Il est tombé. Gabriel a immobilisé Dimitri, une main autour de sa gorge. Pour ses parents, pour tous ceux que tu as détruits. Dimitri s'est débattu et halté, puis s'est immobilisé. C'était fini. Luca a sécurisé l'entrepôt, confirmant que toutes les menaces avaient été neutralisées. Gabriel s'est levé lentement, les jointures ensanglantées. Une balle lui avait effleuré l'épaule sans que je m'en aperçoive. Son regard a croisé le mien à travers le sol de l'entrepôt. « Ça va? » J'ai hoché la tête même si je tremblais. « Tu as été blessé par balle. » Il s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras malgré le sang et la violence qui nous entouraient. « Tu m'as sauvé la vie, ce soldat derrière moi. Tu m'as sauvé la vie une centaine de fois maintenant. » Des sirènes retentirent au loin. Adriano apparut avec des instructions pour le nettoyage, les déclarations à la police, la gestion des conséquences. Mais pendant un instant, Gabriel et moi nous sommes simplement enlacés dans un entrepôt rempli de cadavres et de douilles vides, vivants, alors que nous n'aurions probablement pas dû l'être. « Je suis désolé, » murmura-t-il dans mes cheveux, « pour ce que Dimitri a fait à tes parents, pour t'avoir entraîné dans ce monde. C'est moi qui ai choisi ça. C'est toi que j'ai choisi. » Je me suis reculé pour le regarder. Tout ça, son pouce a troussé le contour de ma mâchoire, là où Dimitri m'avait frappé. Plus de secrets, plus de distance. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Ensemble. J'ai accepté et je le pensais vraiment. La chambre d'hôpital privé sentait l'antiseptique et les fleurs coûteuses que quelqu'un avait envoyées. Gabriel a refusé la morphine qu'on essayait de lui administrer, se contentant d'une anesthésie locale pendant qu'on recousait les blessures par balle sur son épaule. Je me suis assise sur la chaise à côté de son lit, incapable de détourner les yeux de la blessure qui aurait dû le tuer si ses réflexes avaient été un peu plus lents. « Arrête de me fixer », a-t-il dit d'une voix rauque mais ferme. J'ai connu pire. Ça ne me rassure pas. Sa main trouva la mienne, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Ce soldat m'aurait tiré dans le dos. Tu m'as sauvé la mienne en premier. On est quitte. On ne compte pas les points, Maya. Mais avant, on le faisait. Une partie de moi calculait sans cesse, mesurant toujours la dette entre nous. Il m'avait tiré d'une fusillade. Je m'étais laissé utiliser comme appât. Il avait tué l'homme qui avait assassiné mes parents. Je l'avais choisi malgré tout. Adriano apparut dans l'embrasure de la porte, plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. Les familles Donatelli et Castrovani sont là. Elles veulent te parler. Gabriel commença à se lever. Je le repoussai. Tu viens de te faire tirer dessus et ils ont besoin de me voir debout. Mais il ne s'est pas débattu quand je l'ai aidé à enfiler un peignoir en prenant soin de son épaule. L'hôpital avait libéré toute une aile pour des raisons de sécurité, transformant la salle de conférence en un espace de réunion improvisé. 3 hommes attendaient à l'intérieur, tous âgés d'une cinquantaine ou d'une soixantaine d'années, tous dégageant la même puissance maîtrisée que Gabriel. Ils se sont levés lorsque nous sommes entrés. Par respect ou par calcul, je ne saurais le dire. Ravellini, le plus âgé, a pris la parole. Cheveux argentés, costume coûteux, yeux de requin. Vous avez survécu. Oui. Gabriel est resté debout malgré la douleur que je voyais dans la tension autour de sa bouche. Dimitri Voulovs est mort. Son organisation va se disperser ou être absorbée. Mon territoire reste intact parce que vous avez personnellement éliminé la menace. Un autre homme, plus trapu, avec une cicatrice qui lui barrait le sourcil, de la vieille école. Nous respectons cela. Le regard du troisième homme s'est posé sur moi et vous avez fait entrer un civil dans cette affaire. C'est nouveau, Maya n'est plus une civile. La voix de Gabriel était menaçante. Elle est sous ma protection permanente. Quiconque l'oublie devra m'en répondre. Ils ont échangé des regards. Une communication silencieuse que je ne pouvais pas déchiffrer. Puis le plus âgé a hoché la tête.
Le territoire de la Bratva sera mis aux enchères. Nous discuterons des conditions la semaine prochaine. Pour l'instant, la paix est maintenue. Ils sont partis sans cérémonie. Dès que la porte s'est refermée, Gabriel s'est affalé dans un fauteuil. La douleur a finalement pris le dessus sur son contrôle. Retourne te coucher, lui ordonnai-je. Oui, madame. Sophia fit irruption dans la chambre, les yeux rougis par les larmes, et se jeta sur son frère en prenant soin d'éviter son épaule blessée. Idiot. Quel idiot tu fais. Tu aurais pu mourir, mais je ne l'ai pas fait. Il la serra dans ses bras avec son bras valide. J'ai eu de l'aide. Sophia se tourna vers moi. Merci de l'avoir gardé en vie, d'avoir eu le courage de te jeter dans ce piège. J'avais de bons renforts. La visiteuse suivante était Carmen, pâle et tremblante, serrant dans ses mains des fleurs qu'elle avait probablement achetées à la boutique de l'hôpital. Je suis tellement désolé tous les deux. J'aurais dû vous parler plus tôt de la mise sur écoute, des menaces de Dimitri. Gabriel lui fit signe de s'asseoir. Votre frère Miguel est dans un centre dans le nord de l'État. C'est un programme très réputé, entièrement pris en charge pour l'année à venir. Quand il sera prêt, j'ai un travail pour lui s'il le souhaite. Un travail légal, bien rémunéré. Les yeux de Carmen se remplirent de larmes. Pourquoi feriez-vous cela après ce que j'ai fait? Parce que Dimitri a exploité votre peur. C'est de sa faute, pas de la vôtre. Il me jeta un coup d'œil. Et parce que Maya tient à vous. Cela fait de vous une famille. Elle est partie en pleurant, reconnaissante et bouleversée. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. Dimitri a dit que mes parents avaient été témoins de corruption. J'ai finalement avoué qu'ils avaient essayé de le signaler et qu'ils avaient été tués pour cela. J'ai besoin de connaître les détails. J'ai demandé à Adriano de fouiller dans les dossiers de police, les déclarations des témoins, tout ce que nous pouvions trouver. Gabriel a sorti son téléphone et a ouvert les fichiers avec sa main valide. Il y a 12 ans, ton père a photographié un conseiller municipal en réunion avec les dirigeants de la Bratva. Il a essayé de soumettre cette preuve au FBI. Quelqu'un a divulgué cette information. 2 jours plus tard, tes parents étaient morts. La confirmation m'a fait plus mal que l'ignorance. Ils sont morts en faisant ce qu'il fallait. Ils sont morts parce que des gens corrompus ont privilégié le pouvoir à la justice. Il a posé son téléphone. Je ne peux pas changer cela, mais je peux m'assurer que leur mort ait un sens. Les photos de ton père, celles qu'il n'a jamais pu publier, nous les avons trouvées dans le dépôt des preuves. Je veux les publier maintenant, avec ta permission. Que le monde voit ce qu'il a documenté. Cela exposerait les mêmes personnes que celles qui figurent dans mes archives. Oui, nous pourrions coordonner la publication. Votre travail actuel sur ces documents historiques montre 12 ans de corruption systémique. Cela me semblait juste. Mes parents avaient essayé de dire la vérité et avaient été réduits au silence. Maintenant, leur fille pouvait terminer ce qu'ils avaient commencé. Je vais le faire. Mais j'ai besoin de temps pour digérer tout cela, pour faire mon deuil, pour réfléchir à la suite. L'expression de Gabriel s'adoucit. Vous pouvez partir, Maya. Retournez à votre vie. La menace a disparu. Dimitri est mort. Son organisation s'est dispersée. Vous êtes en sécurité maintenant. Vraiment? Ou y aura-t-il toujours un autre Dimitri? Une autre menace? Une autre raison de regarder par-dessus mon épaule? Probablement. Oui, il ne mâchait pas ses mots. Ce monde n'a pas de fin heureuse, seulement des trêves entre les guerres. Elena arriva à la fin des heures de visite, portant un panier de pain malgré l'heure tardive. Elle jeta un coup d'œil à l'épaule bandée de Gabriel et secoua la tête. « Tu es aussi têtu que ton père, » lui dit-elle. « Pire, admit-il. » Elle se tourna vers moi, les yeux pleins de compréhension. « Viens avec moi. » Nous laissâmes Gabriel avec Sophia et nous rendîmes à la chapelle de l'hôpital, vide à cette heure-là, suffisamment calme pour avoir une conversation sincère. « Ton grand-père était un homme compliqué, » dit Elena, assise sur le banc de devant. Il travaillait sur les quais, connaissait les familles, rendait parfois des services qui n'étaient pas tout à fait légaux. Je savais qui il était quand je l'ai épousé. Je l'ai choisi quand même. L'as-tu regretté? Chaque jour, elle me prenait la main, et jamais une seule fois. Il m'a donné 43 ans d'amour, 3 enfants, une vie plus riche que n'importe quelle autre. Mais cela m'a coûté mon sommeil, ma tranquillité, la certitude qu'il rentrerait à la maison tous les soirs. C'est le compromis que l'on fait avec des hommes comme eux.
Je ne sais pas si je suis assez forte. Tu t'es précipitée sous les balles pour le sauver, Minhaneda. Tu es plus forte que tu ne le penses. Nous sommes restés assises en silence et j'ai réalisé que j'avais déjà fait mon choix. Au moment où j'avais accepté d'être l'appât, au moment où j'avais brandi ce tuyau pour sauver la vie de Gabriel, j'avais choisi de quel côté de la ligne je me tenais. 2 semaines plus tard, je me tenais dans la boulangerie reconstruite, regardant les entrepreneurs installer les derniers équipements. Gabriel avait insisté pour couvrir les frais, et pour une fois, Elena avait accepté sans discuter. La nouvelle cuisine brillait de l'acier inoxydable. Les vitrines avaient été fabriquées sur mesure selon ses spécifications. J'avais passé ces semaines à retoucher des photos, à écrire des articles, à coordonner avec les journalistes la publication de mes archives et des documents de mon père. 3 conseillers municipaux avaient déjà démissionné. D'autres inculpations étaient à venir. Carmen travaillait à mes côtés, ses reportages d'investigation enfin libérés de l'ombre de Dimitri. Sophia venait tous les jours, m'apportant du café et les potins de la faculté de droit. Gabriel me laissait de l'espace. Il m'a appelé une fois, brièvement et prudemment. J'étais sincère. Tu es libre de choisir, Maya. Pas de pression, pas d'obligation. Mais la liberté me semblait vide sans lui. Le soir de la réouverture de la boulangerie, j'ai trouvé Gabriel debout dehors, les mains dans les poches, l'air indécis comme je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas si tu voudrais que je sois là, m'a-t-il dit. Je n'en étais pas sûr non plus. Je me suis approché, mais j'ai réalisé quelque chose ces 2 dernières semaines. Je ne veux plus de la vie que j'avais avant, sûre, prudente, documentant les guerres des autres, sans faire partie de quoi que ce soit. Je veux la vérité, un but, un partenariat avec moi, après tout, à cause de tout. J'ai pris sa main, ses jointures marquées de cicatrices, et tout cela selon mes conditions. Je garde mon indépendance, mon travail, mon nom. Je ne suis pas ta propriété ni ton bien protégé. Je suis ta partenaire, ton égal à tous les égards qui comptent. Son sourire était sincère, atteignant ses yeux pour la première fois depuis que je le connaissais. Je peux vivre avec ces conditions. Tant mieux, car je n'ai pas fini de poser des exigences. Je l'ai attiré vers moi. Je veux de la transparence, plus de secrets, plus besoin de me protéger des vérités désagréables. Si nous faisons cela, nous le faisons honnêtement. D'accord. Et encore une chose. Je l'ai regardé. Cet homme compliqué et dangereux dont j'étais tombée amoureuse. Dis-moi que tu m'aimes. Pas parce que je te suis utile ou parce que je t'ai sauvé la vie. Parce que tu m'aimes vraiment. Je t'aime, dit-il sans hésiter. Depuis le moment où tu t'es disputé avec moi dans cette ruelle, depuis chaque chose têtue, courageuse et brillante que tu as faite depuis. Je t'aime, Maya Sinclair. Complètement, terriblement, plus que je ne pensais en être capable. Je l'ai embrassé devant la boulangerie où ma grand-mère avait construit sa vie, où l'histoire de ma famille avait des racines plus profondes que la violence ou la peur. Et pour la première fois depuis cette nuit orageuse dans un Uber partagé, j'étais certaine d'être exactement là où je devais être. Ces 3 mois m'avaient semblé à la fois une éternité et un instant. Je me tenais dans la galerie de Michigan Avenue, ajustant la dernière photo de mon exposition, Buried Truths, 12 Years of Chicago Corruption, Vérités enfouies, 12 ans de corruption à Chicago. L'image montrait un conseiller municipal acceptant une enveloppe d'un homme dont le visage était partiellement masqué, prise par l'appareil photo de mon père 2 semaines avant sa mort. À côté était accrochée l'une de mes photos récentes, le même conseiller municipal, désormais plus lourd de 9 kilos et considérablement plus grisonnant, serrant la main d'un promoteur immobilier devant un gratte-ciel de luxe qui avait déplacé 200 familles. La boucle était bouclée. Le travail de mon père et le mien racontaient la même histoire sur 12 ans. Carmen est apparue à mes côtés avec 2 coupes de champagne. Le critique du Tribune venait d'arriver, tout comme le journaliste du Times. C'est énorme, Maya. Ça semble irréel. J'ai accepté le verre, même si mes mains tremblaient trop pour que je puisse boire. Mes parents ont dénoncé la corruption et ont été tués pour cela. Maintenant, je fais la même chose et les gens trouvent en ça courageux. La différence, c'est que tu es protégé. Carmen a fait un geste discret en direction de Luca, qui se tenait près de l'entrée, vêtu d'un costume qui le faisait presque passer pour un visiteur ordinaire de la galerie. Presque. Et tu as dénoncé suffisamment de personnes pour que celles qui restent aient trop peur de riposter. L'exposition avait été inaugurée 2 semaines plus tôt,
accompagné d'une campagne médiatique coordonnée. Mes photographies côtoyaient celles de mon père, les reportages d'investigation de Carmen établissant les liens et une base de données sur la corruption couvrant plus d'une décennie. 3 conseillers municipaux avaient démissionné. Le FBI avait ouvert des enquêtes sur 5 fonctionnaires municipaux. Le maire avait promis des réformes qui ne verraient probablement pas le jour, mais qui faisaient une bonne impression lors des conférences de presse. Plus important encore, les noms de mes parents étaient enfin associés à la vérité qu'ils avaient tenté de révéler. La galerie avait créé un mur commémoratif avec des photos d'eux à côté de leurs œuvres, en hommage à leur sacrifice. Elena est arrivée avec Sofia, toutes deux élégamment vêtues, ma grand-mère portant le collier de perles qu'elle gardait pour les grandes occasions. Elle m'a serré dans ses bras avec force. Tes parents seraient si fiers, Minhaneta. Si fiers. La boulangerie rouvre la semaine prochaine, ai-je dit, désespéré de changer de sujet avant de me mettre à pleurer. Tu es excité? Terrifié. Mais elle a souri. À 70 ans, je recommence à zéro. Gabriel a insisté pour acheter du matériel neuf, disant que l'indemnité de l'assurance n'était pas suffisante. Je lui ai dit que je le rembourserais, et il m'a répondu que je pouvais le payer en pain tous les dimanches jusqu'à la fin de sa vie. Elle a secoué la tête avec affection. Ce garçon a la cruauté de son père et le cœur de sa mère. Sophia avait obtenu son diplôme de droit le mois précédent, réussissant l'examen du barreau du premier coup. Fidèle à sa nature idéaliste, elle avait immédiatement rejoint une clinique offrant des services juridiques aux immigrants et aux demandeurs d'asile, financée par un don anonyme dont tout le monde savait qu'il provenait des opérations restructurées de Gabriel. La clinique est déjà débordée, m'a dit Sophia alors que nous déambulions dans la galerie. Nous avons 5 avocats et une liste d'attente de 300 personnes, mais c'est le travail que je suis censé faire, tu sais. Utiliser les ressources de cette famille pour quelque chose qui aide réellement les gens. Je le savais. J'avais ressenti la même chose à propos de ma photographie, à propos du choix d'exposer la corruption plutôt que de simplement documenter ses conséquences. Gabriel n'était pas encore arrivé. Il m'avait envoyé un SMS une heure plus tôt pour me dire qu'il était en retard, qu'il devait régler une situation urgente au port. Vivre avec lui signifiait accepter que les urgences faisaient une partie du quotidien, que son monde fonctionnait selon des horaires qui ne laissaient aucune place au vernissage ou aux attentes normales d'une relation. Mais nous avions trouvé notre rythme. J'avais emménagé dans mon propre appartement à Lincoln Park, un modeste 2 pièces que j'avais acheté avec l'argent provenant de la vente de tirage à des collectionneurs qui avaient découvert mon travail grâce à la controverse. La plupart des nuits, je finissais quand même chez Gabriel, dans son penthouse. Mais avoir mon propre espace était important. L'indépendance, même symbolique, me permettait de garder les pieds sur terre. La galerie s'est remplie d'invités à l'approche de l'heure d'ouverture. Des journalistes, des militants, des politiciens qui tentaient de prouver qu'ils n'étaient pas corrompus, des collectionneurs qui appréciaient l'art qui les mettait mal à l'aise. J'ai prononcé un bref discours sur mes parents, sur l'importance de la documentation, sur la façon dont le silence favorise l'oppression. Gabriel s'est glissé dans la salle pendant les applaudissements, se plaçant à l'arrière de la foule. Nos regards se sont croisés à travers la pièce et il a hoché la tête une fois. Approbation, soutien, fierté, tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Une fois la partie officielle terminée et les invités mêlés autour du champagne et échangeant leurs opinions, il m'a trouvé en train d'étudier l'une des photographies de mon père. « Tu as fait quelque chose de remarquable ici », m'a-t-il dit doucement, en prenant son travail et le tien, en créant un récit qui couvre une génération. C'est très puissant. 3 conseillers municipaux ont démissionné à cause de cette exposition. 4 maintenant. La nouvelle a été annoncée il y a 20 minutes. Alvarez, du 31e arrondissement. Ta photo de lui acceptant de l'argent d'un entrepreneur a apparemment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le FBI. Je me suis tourné vers lui. Il s'était fait couper les cheveux depuis la dernière fois que je l'avais vu, 2 jours auparavant. Il avait un bleu récent sur les jointures qu'il essayait de dissimuler en positionnant soigneusement ses mains. Certaines choses dans son univers ne changeraient jamais. « Tu saignes à travers ta manche », ai-je remarqué. Il a baissé les yeux, remarquant la petite tache rouge qui transparaissait à travers le poignet de sa chemise. Un petit désaccord pendant les négociations. Rien de grave. Gabriel a déjà recousu. Adriano a un médecin sous contrat pour ce genre de situation.
Il m'a pris la main, examinant le bracelet en argent qui était toujours à mon poignet. Tu l'as gardé. J'ai gardé tout ce qui comptait. Nous sommes restés ainsi un moment, entourés des preuves de corruption et de violence et des mécanismes complexes du pouvoir dans des villes comme Chicago. Puis, il a sorti une petite boîte de la poche de sa veste. J'allais attendre la fin de l'exposition. Faire cela dans un endroit privé et soigneusement préparé. Mais Adriano m'a rappelé qu'une préparation minutieuse n'est pas toujours préférable à un timing honnête. Il a ouvert la boîte, révélant une simple bague en platine sertie d'un diamant taille émeraude, élégante sans être ostentatoire. Exactement mon style. Maya Sinclair, épouse-moi. Non pas parce que tu as besoin de ma protection ou parce que j'ai besoin de ta légitimité. Épouse-moi parce qu'en 3 mois, tu es devenue la première personne à laquelle je pense quand je me réveille et la dernière avant de m'endormir. Parce que tu vois le pire de mon monde et que tu choisis quand même de rester. Parce que tu es courageuse et brillante et que tu me donnes envie d'être meilleure que je ne le suis. J'avais la gorge serrée par l'émotion. Autour de nous, la galerie était devenue silencieuse. Les invités réalisaient ce qui se passait. Ce n'est pas une question. J'ai réussi. Veux-tu m'épouser? Ses yeux reflétaient une véritable incertitude. Cet homme puissant qui avait tué pour me protéger était désormais vulnérable d'une manière qui me serrait le cœur. Oui, à une condition. Je levai la main alors qu'il commençait à sourire. Je garde mon nom. Maya Sinclair, pas Maya Ravalini. Mes parents m'ont donné ce nom et il a désormais une signification liée à mon travail. D'accord, quoi d'autre? Je veux photographier le mariage, installer des appareils photo, des déclencheurs à distance, documenter correctement tout le déroulement. Bien sûr. Il sourit alors sincèrement, le sourire atteignant ses yeux. Autre chose? Carmen sera ma demoiselle d'honneur. Sophia sera demoiselle d'honneur. Elena me conduira à l'hôtel. Et ta liste d'invités ne peut inclure aucune personne faisant actuellement l'objet d'une enquête fédérale. Cette dernière condition élimine environ 40% de mes associés. Mais je m'en sortirai. Il glissa la bague à mon doigt et elle m'allait parfaitement, car bien sûr, il avait réussi à obtenir ma taille sans me la demander. C'est oui? C'est oui. La galerie éclata en applaudissements. Carmen pleurait. Sophia filmait avec son téléphone. Elena rayonnait de satisfaction, comme une femme qui savait dès le début comment les choses allaient. C'est pas ça. Gabriel m'a embrassé devant le mur commémoratif de mes parents, devant les preuves de corruption que nous avions aidé à révéler, devant tous ceux qui étaient venus voir une œuvre d'art qui révélait des vérités dérangeantes. Et pour la première fois depuis cette nuit orageuse dans un Uber partagé, j'ai eu l'impression que ma vie s'était déroulée exactement comme elle devait se dérouler. Plus tard, après la fermeture de la galerie et le départ des invités, Carmen m'a convaincu de fêter ça en dînant dans un restaurant qui exigeait des réservations plusieurs mois à l'avance, mais qui, mystérieusement, avait une table disponible lorsque Gabriel l'a appelé. Nous avons fini sur le balcon de son penthouse, à regarder les lumières de la ville se refléter sur le lac Michigan. J'avais apporté mon appareil photo, comme je le faisais toujours. Je l'ai installé sur un trépied. J'ai soigneusement cadré la photo. Nous étions tous les deux de profil, avec la ligne d'horizon en arrière-plan. Chicago s'étendait derrière nous comme une promesse ou une menace, selon le point de vue. Le déclencheur à distance, a demandé Gabriel, qui connaissait désormais ma façon de procéder. Tu le tiens quand tu es prête. Il a passé son bras autour de moi, m'a serré contre lui et a brandi la petite télécommande. À 3. À 3. Nous avons compté ensemble et l'obturateur a cliqué. Un instant immortalisé. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans les pires circonstances possibles et qui avaient réussi à construire quelque chose de réel à partir des décombres. La photo nous montrait en train de rire, à l'aise, visiblement amoureux. Elle ne montrait pas la violence qui nous avait réunis ni les compromis moraux compliqués que nous avions tous deux faits pour en arriver là. Elle ne montrerait pas ces jointures meurtries, ni le traceur dans mon bracelet, ni le pistolet dissimulé dans son étui à la cheville, mais elle montrerait la vérité, notre vérité, et parfois cela suffisait. Que va-t-il se passer maintenant? Demandai-je, toujours blotti contre lui, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. Maintenant, nous vivons. Sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent. Nous documentons la corruption, protégeons les personnes que nous aimons et essayons de rendre cette ville un peu moins brisée que nous l'avons trouvée. C'est ambitieux.
Nous sommes des gens ambitieux. Sous nos yeux, Chicago s'étendait dans toute sa splendeur complexe. Belle et corrompue, violente et inspirante, elle abrite des millions d'histoires qui s'entrecroisent pour créer des motifs visibles uniquement de loin. Mon histoire avait commencé avec une tempête, un inconnu et une série de choix qui m'avaient mené ici. Pour cet homme, cette vie, cet instant en équilibre entre tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais trouvé, je ne changerai aucune de mes décisions.